Je rencontre un monsieur qui, devant la caméra, arrive à feindre d'être charmant et l'humanité, la gentillesse, la bonhomie, qui arrive de façon excessive dès que la caméra est coupée et qu'on raccompagne dans l'ascenseur, pas poli, pas sympa, odieux. Et je me dis waouh, je viens de donner 13 minutes d'interview à quelqu'un qui fait semblant d'être chaleureux, bienveillant et qui en réalité ça transpire de méchanceté et d'arrogance. Bonjour Quentin. Bonjour Tim Guillois. Alors tu m'appelles Tim Guillois, mais c'est Guillois. Guillois. Voilà. Bonjour Guillois. Quentin Périnel. Bonjour Tim Guillois. Parfait. J'ai vraiment le plaisir de t'accueillir aujourd'hui en tant que journaliste. Interviewer un journaliste, je vais pas dire que c'était un fantasme pour moi et pour Mindset le média, mais c'est quand même un très grand plaisir. Donc merci de ton temps et merci de te prêter au jeu de cette interview Mindset le média. Et merci de ton invitation. Avec plaisir. Alors Quentin, on enchaîne. Est-ce que tu peux te présenter ? Alors, je m'appelle Quentin Périnel, je suis journaliste et chroniqueur au Figaro. Ok. J'ai aussi bossé pour Canal+, pour Radio Classique, pour différents médias justement, donc écrit, radio, télé, etc. J'ai écrit aussi un certain nombre de bouquins, dont le dernier s'appelle 60 nuances de collègues. Ok. En fait, c'est 60, donc c'est inspiré du fameux bouquin 50 nuances de Grey. Donc c'est moins coquin celui-là. 60 nuances de collègues, c'est les traits de personnalité des gens qu'on croise tous les jours au bureau, mais aussi dans la vie. Dans l'absolu, donc l'impertinent, le faux cul, l'accro au travail, ce genre de profil. Et moi, j'aime bien dans la vie et dans le travail aussi l'humain. Enfin, c'est-à-dire, j'aime bien faire des rencontres. Je suis très curieux. J'aime bien rencontrer les êtres humains, les dirigeants, les personnalités du monde économique, mais pas que. Parce que je pars du principe, et c'est là que ça va t'intéresser pour le mindset, c'est que personne n'est exactement différent, même les clones en réalité, parce que dans certains secteurs professionnels, on a l'impression, par exemple, si tu vas dans le métro à la Défense à 9h du mat, tu peux croiser des clones a priori, qui ont tous le même costume, tous les mêmes chaussures, qui ont tous la même tête, même, ça peut être hyper flippant, mais tous ces gens, en réalité, sont jamais les mêmes. Je pense qu'il n'y a aucun être humain qui est pareil. Oui, tout à fait. Et pour finir de brosser le portrait de Quentin, donc tu es journaliste au Figaro, tu es aussi chroniqueur sur Radio Classique. Oui, j'ai la saison dernière. Là, d'accord. Pas cette saison-ci, mais la saison dernière, j'étais chroniqueur. Oui, mais j'ai quand même une question importante à te poser dans la présentation de Quentin Périnel. C'est quoi un journaliste en fait ? Un journaliste, c'est quelqu'un, à mon sens, qui raconte des informations fiables déjà. Fiables, ouais. Voilà, faut faire attention à ce qu'on raconte, mais surtout qui raconte des histoires qui sont enfin moi en tout cas je le conçois comme ça, qui racontent des histoires attrayantes, qui font que les lecteurs apprennent des choses. Pour moi, c'est raconter des histoires, c'est un peu caricatural de dire ça, ça fait un peu façon Tintin, Tintin reporter, mais j'essaie moi de faire des papiers qui, le plus souvent possible, qui n'ont pas été écrits ailleurs. C'est-à-dire que moi, pas de redite. Je peux pas bosser avec l'IA, avec l'intelligence artificielle, parce que ce que j'essaie d'écrire, c'est des choses que, personnellement, si tu veux. Là, j'ai une chronique tous les lundis dans le Figaro économique qui s'appelle 1 heure dans le bureau de différentes personnalités du monde économique. Ça peut aller, là, bientôt, j'ai rendez-vous avec Firmin Grus, donc la grande famille du cirque. Donc, excellent. Son bureau, c'est une roulotte. Excellent. Ça peut aussi être dans un bureau d'un grand patron dans le 8e. Ça peut être à la campagne. J'étais il y a pas longtemps au château de Cheverny, dans le bureau du propriétaire de Cheverny, dans les dépendances du château. Génial. Et en fait, pourquoi je te parle de ça ? Parce que je sais que ce papier, faire le portrait de quelqu'un sous le prisme d'un lieu, c'est-à-dire de son bureau, je suis à peu près sûr que l'angle, que toutes les ficelles que je vais tirer n'ont jamais été faites. Je dis pas que ce format 1 heure dans le bureau, c'est moi qui l'ai inventé, il existe, il a déjà été fait. Mais la façon dont je le fais moi, j'essaie de le faire en sorte que ce soit ma patte à moi et que ce soit assez unique entre guillemets, parce que ce huis clos dans un bureau, les détails que tu perçois sur le mur, que tu perçois dans le comment dire, dans le body language de la personne avec qui tu es, est-ce qu'il est à l'aise dans son bureau, est-ce qu'il est pas à l'aise, est-ce qu'il a l'air de jouer le jeu, est-ce qu'il a l'air de pas jouer le jeu, est-ce que c'est un bureau incarné, est-ce que c'est un bureau désincarné, tout ça en fait ça raconte le personnage et son mindset du coup. Alors Quentin, j'ai une autre question. Il paraît-il que tu as créé une série sur Instagram à propos des gens. Oui. Est-ce que tu peux
nous raconter un peu et m'en dire plus? Bah ouais, ça s'appelle les portraits de bosseurs. En fait, moi, depuis que je suis gamin, j'ai toujours adoré les portraits de bosseurs. Les portraits de bosseurs sur Instagram. Hashtag portrait de bosseurs sur mon compte. Et depuis que je suis gamin, j'ai toujours aimé, quand je croise des gens dans la rue, essayer de m'imaginer qu'est-ce qu'ils sont en réalité. Comme Cheveux de riche, par exemple. Ouais, un peu, c'est exactement. Voilà. Que sont ces gens, que font-ils dans la vie, etc. Et un jour, totalement par hasard, sur Insta, j'ai pris, si tu veux, en vidéo, quelqu'un de dos. Quelqu'un qui avait l'air d'être quelque chose, quoi. Donc j'avais posté cette vidéo de dos en mettant une fausse description de ce qu'il était. Et donc, on peut tirer plein de ficelles juste avec l'apparence, juste Bien avec sûr. La démarche, Bien sûr. le quartier dans lequel on filme, etc. Et j'avais posté cette vidéo, ce qui avait bien marché. Et du coup, Portrait de bosseur est devenu une série. Et donc, ça m'a valu 35 000 abonnés. Génial. Ouais. Et donc, voilà, des femmes, des hommes, des vieux, des jeunes dans la rue, dans Paris, ou pas que dans Paris. Des chiens, des chats aussi de dos. Non. Les animaux, j'ai pas fait ça, mais des gens avec des animaux, oui. Ah bah oui. Bien sûr. On dit souvent que les animaux ressemblent à leur maître. Ouais. Ou les maîtres ressemblent à leurs animaux. Ça c'est fabuleux ça. Ouais. Mais j'aime beaucoup. Et qu'est-ce que tu dis dans cette série alors? Dans cette série, en fait, j'essaie de singer un petit peu le monde du travail moderne que l'on connaît, c'est-à-dire par exemple, j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps dans le parc Monceau que tu connais. Oui. Il y a un moment formidable vers 9h du matin, c'est quand tous les avocats se rendent au bureau et traversent le parc Monceau. Ouais. Et donc j'ai fait une vidéo de dos d'un type qui pourrait être un avocat en disant voilà, comme chaque jour, il est 9h du matin, c'est la traversée des baveux, j'avais appelé ça. C'est pas très gentil pour les avocats, mais ils ont de l'humour ces gens, je les aime bien. Moi, j'aimerais avoir ton avis sur ce que c'est que le mindset. Ta définition du mindset. Alors pour moi, le mindset, j'ai réfléchi parce que tu avais eu l'élégance de me donner cette question. Oui, j'ai pas été traître. Pour que je réfléchisse un petit peu. Du coup, j'ai bossé. Et en fait, pour moi, le mindset, en fait, c'est l'archipel des émotions d'un personnage. L'archipel des émotions. L'archipel des émotions, toutes les émotions, tous ces traits de personnalité, toutes ces fulgurances, si tu veux, c'est l'humain vraiment au plus profond c'est pour ça que je te disais tout à l'heure que selon moi, aucun être humain n'est exactement pareil. Je pense qu'aucun être humain n'a le même mindset, si tu veux, parce que toi et moi, on n'a pas les mêmes réactions dans les mêmes situations, on n'a pas les mêmes traits de personnalité, on n'a pas forcément la même notion de savoir-être, savoir-vivre, la même notion de travailler avec les uns les autres. On n'a pas exactement, même si on peut se ressembler sur certaines facettes. On aime la Bretagne quand même. On aime la Bretagne par exemple. Mais si tu veux, pour moi, le mindset, effectivement, c'est l'archipel des émotions d'un individu et c'est ce qui fait tout son être en fait, tout son sel. Magnifique. L'archipel des émotions d'un individu. C'est le mindset pour moi, ouais. Super. Et le mindset de Quentin, c'est quoi? Alors moi j'avais pris des notes, mais tu m'as demandé de les virer de la tête. Bah oui. Sinon c'est pas drôle. J'avais noté des mots. Alors j'avais noté des mots qui correspondent à mon mindset. Donc créativité, j'avais mis. Oui. Impatience. Oui. Cynisme. Créativité, impatience, cynisme. Ok. Candeur. Candeur. Ouais. Optimiste. Ouais. Allez. Et puis. Curiosité, moi, je dirais. Curiosité aussi, ouais, je l'avais noté, tu vois. Ouais. Tu vois, je te connais un petit peu, tu vois, maintenant. Ouais. Tu vois, moi, Et donc, tu me l'as redit? Créativité. Ouais. Impatience. Ouais. Cynisme. Ouais. Bienveillance. J'ai dit bienveillance. Non, bienveillance, c'est assez pipeau, c'est pas vrai, ça. En plus, c'est vrai, t'as raison, c'est un terme je déteste ce mot-là, je sais pas pourquoi je dis ça, en plus. Mais ouais. Ok. Bon, et aujourd'hui, est-ce que ton mindset entre maintenant, à l'heure où on se parle, et il y a quelques années, il a changé? Et qu'est-ce qui va finalement être le moteur ou le carburant de ton mindset? En fait, je pense que tu ne décides pas forcément de ton mindset dans la mesure où tu grandis, tu évolues au fil de tes aventures professionnelles, tu te découvres, tu apprends des choses sur les gens. Avant, tu sais, quand tu commences dans un job, t'es naïf, tout à fait. Jeune, t'as un peu des étoiles dans les yeux, t'es impressionné par certains trucs, t'es moins impressionné ensuite. Il y a d'autres trucs que tu continues à apprendre. Par ailleurs, donc ça c'est pour la vie pro, mais pour la vie perso c'est pareil. Tu te maries, t'as des enfants.
ton mindset change de facto dès que ta vie change dans toute façon de toute façon. Donc moi j'ai tendance à penser que le mindset c'est quelque chose qui alors il y a des choses qui n'évolueront pas, si tu veux, les traits de personnalité que tu as en toi, on ne peut pas changer fondamentalement de son être, mais en revanche ta vie va t'amener à modifier certaines parties de toi, tu vois. Par exemple, je disais impatience, si tu veux. Voilà, j'ai 2 enfants, je suis obligé d'être patient, d'être plus patient. Ouais, il y a des choses de ton mindset sur lesquelles de facto tu dois bosser. Bien sûr. Alors moi, ce que je trouve passionnant, c'est que finalement, tu as interviewé, comme nous on peut le faire avec des talents aussi, mais différemment. Toi pour faire un papier, nous pour les mettre chez nos clients. Combien de dirigeants avec ta chronique dans le bureau de... Alors, c'est la 3e saison. Il y en a une saison 3. Saison 3, ouais, c'est ça. Il y en a une par semaine, tous les lundis. Ouais. Je suis très nul en maths. Donc, ça fait 150 quasiment? Bah, quasiment, ouais. Incroyable. Ouais. Donc, si on prend ces 150... portraits qui sont très différents. Moi, je mets un point d'honneur. Alors, la programmation, si tu veux, j'essaie d'avoir des gens éclectiques, donc d'avoir des dirigeants de grosses boîtes, d'avoir des dirigeants de plus petites boîtes, des jeunes, des plus anciens. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment de varier les aventures, de varier les plaisirs. Ok, très clair. Donc, dans cet éclectisme, qu'est-ce que tu as appris en 3 ans sur les différents types de mindset que tu as croisés lors de ces entretiens? Et là, on a le temps d'aller dans le détail. C'est ça qui m'intéresse, sinon je t'aurais pas invité. En fait, un truc qui continue de m'impressionner, c'est la façon avec laquelle, quand tu as un rendez-vous avec quelqu'un, normalement, si tu bosses un peu, tu regardes sur LinkedIn, tu regardes sur Internet, genre, qui est ce mec, qu'est-ce qu'il est, où cette nana, qu'est-ce qu'elle a fait, et puis tu te forges une opinion. Tu te dis, ok, je vais interviewer cette personne, il va être comme ça, ou elle va être comme ça. Et parfois, tu te dis, waouh, ça va être chiant. Ou alors, waouh, ça va être dingue. Et en fait, à chaque fois, pas à chaque fois, mais très souvent, je me suis fourvoyé en me disant, ça va être génial ou ça va être plus chiant. Parce que parfois, sur l'étiquette, si tu veux, d'un titre, tu te laisses penser que. Et en fait, tu te fais une interview ou alors une rencontre formidable à laquelle tu t'attendais pas du tout, parce que tu t'étais construit, en fait, la personne est aux antipodes de ce que son propre CV dégage. En réalité, de ce que son propre job dégage, parce que sur le papier, on peut avoir un job un peu boring, tu vois, et en fait, c'est pas parce que t'as un job a priori un peu boring que tu l'es forcément. Exactement. Et à l'inverse, tu dis, waouh, je vais interviewer une méga star, tout le monde le kiffe, il a 2 millions d'abonnés sur Insta et tout, et l'idée que tu t'es faite de cette personne est positive, et c'est la notion d'impressionnant que je disais tout à l'heure. Et en fait, tu rencontres des gens, et en fait, les gens sont des gros cons, quoi. Ouais, les gens sont des gros cons. Et ça, c'est non, pas tout. Mais ça peut être décevant, si tu veux, de t'imaginer. Mais bien sûr. T'as lu les bouquins de quelqu'un. Mais bien sûr. Tu te dis, ce mec est forcément formidable. Mais tu crées un portrait, tu te crées un personnage. Alors, ce que je trouve passionnant dans ce que tu dis, c'est que nous, on a un canevas chez Mindhunters qui est assez marrant. On va dire qu'un talent, c'est 3 choses, et j'aimerais avoir ton avis là-dessus. On dit qu'un talent, c'est des hard skills, et que les hard skills, finalement, c'est pas différenciant, et c'est une dette, c'est une commodity, entre guillemets. On dit que c'est des soft skills, et les soft skills, ça fait 10 ans, 15 ans qu'on nous en papa-out, qu'on nous en poisonne avec les soft skills. Et quand t'es un peu manager, un peu patron, faut avoir de l'empathie, faut être charismatique, et j'en passe. Mais en fait, c'est pas différenciant. Il y a un espèce de machin bizarre qui s'appelle le mindset. Et Mindhunters, c'est chez le talent, on va aller chercher le mindset. Et j'ai vraiment l'impression que ce que tu me dis, c'est exactement ça, avec l'idée que tu te fais de la personne, de son CV, de sa carrière, etc. Tu vois les hard skills, tu vois son parcours, et en fait, tu ne sais rien, en réalité, du mindset de cette personne. Je rêve ou j'ai raison sur le parallèle? T'as 1000 fois raison, mais ce que tu dis me donne une furieuse envie de t'interviewer. Mais j'ai envie de te poser des questions, mais tu sais. Qui interviewe qui, là? Là, c'est moi. C'est toi, là, c'est moi. Bon. Donc, écoute, je vais te répondre. En fait, pour être très honnête, je pense qu'un entretien de recrutement dans une pièce aseptisé et tout le décorum qui va avec un entretien de recrutement n'est pas suffisant pour je caricature, je fais vite, mais c'est pas suffisant pour déceler effectivement qui tu as en face de toi, pour recruter de façon avec minutie
et approfondir le truc et avoir la certitude que cette personne pour ce job est la bonne, il faudrait des jours et des jours, et il faudrait que l'entretien de recrutement soit délocalisé partout, tu vois, pour qu'il y ait j'ai écrit une chronique là il y a quelques jours sur la susceptibilité. La susceptibilité, c'est un truc qui concerne tout le monde. Toi, moi, tout le monde. On a tous, sur une échelle de 0 à 100, une part de susceptibilité. Pourtant, la susceptibilité, c'est totalement absent comme concept dans les études de management, dans les sondages sur la vie d'entreprise. On ne parle pas de ça, et pourtant, mais c'est totalement capital, parce que t'as quelqu'un de susceptible dans une équipe, tu dois forcément prendre des pincettes. Est-ce que le mec est talentueux? Ok, il est susceptible, mais il a du talent, ça va. Est-ce que le mec est bof talentueux et est très très susceptible, autrement dit très casse-couille. Enfin, comment tu fais, comment tu gères, comment tu manages la susceptibilité? J'ai écrit un truc là-dessus. Et ça, la susceptibilité dans un entretien de recrutement, est-ce que tu as un recruteur qui va tester la susceptibilité des mecs? Alors le recruteur, c'est marrant parce que tu essayes de m'interviewer, mais je ne vais pas me faire avoir. T'as raison, mais c'est comme ça. Mais si tu essayes de tester la susceptibilité, en tout cas, tu as raison. C'est compliqué à tester lors d'un entretien de recrutement. Mais si je reviens justement à nos moutons, puisque pour moi, d'une certaine façon, quand tu vas dans le bureau 2, on fait le métier, on fait le même métier, c'est que toi et moi, c'est de fendre l'armure. Et de savoir à qui on a affaire. Et ta restitution, c'est un papier. Et moi, ma restitution, c'est un test, une méthodologie qui s'appelle les 36 éléments pour dire exactement si notre patron est compatible avec cette organisation ou pas. Donc, l'output, le livrable du tien, c'est un papier. Et moi, c'est un rapport pour savoir si la personne est compatible avec l'entreprise. Mais donc, tu fais le même métier que moi pour essayer de fendre l'armure. Et donc, au-delà du parcours, etc., tu as bien tes hard skills et l'idée que tu vas en faire et son charisme, etc., et son mindset. Donc, comment tu fais, toi, pour fendre l'armure et savoir à qui tu as affaire? Et comment, d'abord, est-ce que tu réussis, tu penses, à savoir à qui tu as affaire? C'est la première question. Et la deuxième question, une fois que tu as fait ça, comment tu réussis à savoir quel type de mindset ont ces gens? Il y a rien de plus. C'est compliqué. Il y a rien de plus décevant dans mon job et dans ce format en particulier. 1 heure dans le bureau. Il y a rien de plus décevant que quand tu passes 1 heure avec quelqu'un et que tu as le sentiment d'avoir pas obtenu la moindre once d'authenticité et la moindre once de vérité. Ok. Et ça t'arrive souvent? Dieu merci, non. Okay. Mais tout le monde n'est pas forcément ok pour être transparent. Et pour fendre l'armure. Exactement, pour se livrer comme ça. Tout le monde est pas ok avec ça, mais certains font. Alors il y a ça aussi, c'est décevant, c'est quand t'as l'impression d'être pris pour un bleu, quoi. Parce que on te raconte des éléments de langage et des trucs qui ne sont pas réellement toi. Et donc, t'as l'impression d'interviewer une IA ou t'as l'impression de lire un communiqué de presse. Or, quand tu passes 1 heure de ton temps avec un être humain, dans son bureau, a fortiori, ou même dans l'absolu, quand tu passes 1 heure de ton temps avec un être humain, t'as envie d'avoir de l'authenticité, t'as envie qu'on te parle vraiment. Et donc, quand c'est pas le cas, c'est décevant, c'est tout. Et puis de toute façon. Mais tu as des techniques pour essayer de remettre un coup de barre à gauche quand tu sens que tu as une IA. Je plaisante en face de toi pour essayer de fendre l'armure et que cette personne se livre un peu. Moi, je crois beaucoup à une arme. Je n'aime pas ce mot, mais je crois beaucoup en la spontanéité. Moi, j'essaie quand je parle, je te parle ici. J'avais rendez-vous tout à l'heure avec un grand dirigeant. Je parlerai. Peut-être j'ai dit 2-3 gros mots. Peut-être que je dirais pas de gros, mais je lui parlerai avec la même spontanéité, avec le même naturel que je le fais toi. Moi, depuis toujours, j'ai fait le pari de cette spontanéité. Je pense qu'en gros, il faut s'assumer totalement et être soi-même quand tu. Mais ça, c'est ton mindset à toi. Totalement. Mais est-ce que le mindset d'un dirigeant, il y a certains dirigeants qui vont pas avoir cette spontanéité parce qu'ils vont faire la différence entre la vie pro et la vie perso. Et a fortiori, ils parlent à un journaliste, donc ils ont peur de l'image qu'ils vont dégager. Alors mais sauf que si tu parles à un journaliste, je suis un journaliste, mais je suis avant tout un être humain. Si tu, bien sûr. Je suis pas là pour.
si tu n'acceptes pas de te confier, tant soit peu, eh ben le résultat sera forcément moins bon. Les gens qui se confient, qui osent, un journaliste ou à n'importe qui ose être eux-mêmes, et ben le rendu entre guillemets, alors que ce soit dans tes livrables à toi ou dans les miens, bah sera plus éloquent, sera plus pertinent parce que tu as eu l'impression de parler à une vraie personne. Oui, mais ok, pigé. Mais donc combien de pourcents à la louche de gens se livrent vraiment? Dans le bureau 2? Bah, c'est dur à dire, si tu veux. Je dirais plus de la moitié. Plus de la moitié, ok. Mais après, il y a une différence entre avoir, au cours d'une discussion, le sentiment d'avoir eu quelque chose de vraiment authentique, etc. Mais ça peut pas être tout le temps comme ça, parce qu'à un moment donné, tu parles, c'est con ce que je vais dire, mais tu parles du chiffre d'affaires, tu parles de décorum, tu parles de stature. Oui, bien sûr. Et donc, c'est important. Bien sûr. Mais donc, tu peux pas avoir, je pense, d'entretien qui soit en freestyle et en pure spontanéité à 100%. Mais si tu veux, là, il y a pas longtemps, j'ai interviewé le patron de Juno, de la maison Juno, donc c'est un réseau d'agences immobilières que je connais par ailleurs. Sébastien Cuperfis, on a discuté 20 minutes de façon naturelle, des enfants, de tas de trucs avant de commencer l'interview. Mais en réalité, l'interview elle avait déjà commencé. Et dans ces 20 minutes d'informel, dans ces 20 minutes totalement spontanées, j'ai pas pris de notes pour le coup, mais ça fait partie bien sûr de la rencontre. C'est pour ça quand je lui ai dit on va bosser, on va commencer à bosser, je fais mais non, en fait on a déjà commencé à bosser. Bien sûr. Donc ça dépend, t'as des alors il se trouve que je le connaissais un petit peu, donc ça facilite les choses, mais quand effectivement aussi il y a aussi ça, quand tu rencontres quelqu'un qu'un pote t'a présenté ou de la mise en relation, c'est plus facile. Tu sais que t'as des atomes crochus. Bien sûr. Quand tu rencontres quelqu'un où c'est une boîte de com, j'aime beaucoup les communicants, ils font un boulot formidable, etc. Mais quand c'est un communicant qui te met en relation avec quelqu'un que tu ne connais pas, c'est pas la même chose, même chose non plus. Bien sûr. Alors, si je reviens justement à mon mindset, quel type de mindset, de grand mindset, comme les grands animaux, tu as croisé chez les patrons et comment tu les définirais et est-ce que tu peux nous donner un ou deux exemples pour les incarner? Bah ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que si tu dans un bureau, si on va dans un bureau totalement incarné, je pense à Jacques-Antoine Grandjean par exemple. Jacques-Antoine Grandjean chez VP, il a un bureau, c'est très étonnant. D'accord. C'est une pièce très vaste, très sombre, c'est un musée si tu veux. Il y a des tableaux, des objets, des bibelots, et il fait volontairement lui. C'est très sombre. Il y a quasiment pas de lumière. Il y a que des lumières très tamisées. C'est très, 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 très étrange. Ça met, dans un premier temps, pas forcément à l'aise. D'accord. Mais tu t'habitues, si tu veux, à cette espèce de quasi-nuit, à cet espace très vaste avec des têtes de mort et des trucs. Et en fait, donc ça te met en condition quand même quand t'arrives. Ouais. Et là, tu découvres quelque chose. Et lui, il est très à l'aise, évidemment, parce qu'il y a aussi ça. Mais il est chez lui. Il est chez lui. Ouais. Mais, il y a d'autres dirigeants que je ne citerai pas pour le coup. Et pour finir sur VP, sur monsieur Jacques-Antoine Grandjean, qui est quand même très connu, quel mindset tu sens de cette personnalité du monde économique? Comment tu le définirais? Alors, pas facile, hein. Non, c'est pas facile. Et puis il y en aura d'autres après que je vais te demander, je te préviens. Bosseur, si tu veux, il y a aussi ça, c'est que Jacques-Antoine Grandjean et d'autres, c'est pas le cas de tous, mais quand tu rentres dans leur bureau, ils savent déjà comment tu t'appelles. Oui. Voilà. Ils savent de quoi ils vont parler. Parce que t'as des tas de dirigeants. C'est de la préparation d'un dirigeant, ça. Ouais, mais ils s'intéressent pas tous forcément au truc, hein. Oui. Ouais. Ils s'intéressent pas tous au truc, mais lui, il sait qu'on va parler de son bureau, il a préparé le truc. C'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, comment dire, de bosseur. Là, je sais pas si je réponds à ta question. Ouais, non, mais qui joue le jeu dans une certaine mesure. Alors, Quentin, pour rentrer dans le concret, est-ce que tu pourrais nous donner quelques noms de dirigeants ou quelques types de dirigeants que tu as rencontrés et essayer d'analyser un petit peu leur mindset? Ouais, écoute, il y a pas longtemps, j'ai interviewé Morgane Césalori, qui est cofondatrice de Cézanne. D'accord. Et oui, Cézanne, qui est une des grandes marques de digital native vertical brands lancée en France il y a
15 ans, quelque chose comme à ça, peu près. Ouais. Très belle success story française. Et qui est devenue une référence en France, qui est aussi à l'étranger. Et Morgan Césalori, donc qui est quelqu'un d'extrêmement brillant, D'accord. qui a du génie, ça se voit. Ok. Et ça se voit quand on lui parle. Ouais, j'ai l'impression ça se voit. Enfin, on sent quelque chose en tout cas. Un bureau absolument magnifique à côté du Bon Marché. Ok. Et elle a la success story que tu as décrit. Et pourtant, elle est elle est douce. Calme et assez réservé, presque timide. Moi, j'étais impressionné justement par cette alors elle aussi, elle avait bossé, elle savait de quoi on allait parler, etc. D'accord. J'étais impressionné par son calme en fait, quelqu'un d'apaisé, qui parle pas très fort, qui parle pas trop d'elle en fait, par son humilité. J'ai été assez impressionné par ça, et je m'attendais pas. J'avais jamais rencontré, je l'avais juste vu sur des vidéos, sur des podcasts, etc. où elle est très à l'aise, mais en off comme ça, à huis clos, dans son bureau, qu'elle a façonné, qu'elle incarne parfaitement, parce qu'elle a énormément de goût, etc. Tout est parfait, magnifique. D'accord. Et chez elle, dans cet écrin, il y a j'avais ressenti une interview très feutrée, très apaisée, très calme et pudique. Il y a une certaine pudeur que moi j'ai beaucoup apprécié. C'était assez tu étais décontenancé, tu t'attendais pas à ça. Décontenancé, et puis en même temps dans une espèce de petite bulle. Et donc c'est un bureau aussi, donc une personne qui est brillante et un bureau où il se passe quelque chose, quoi. D'accord. Tu vois, il y a des bureaux où il se passe moins de trucs que dans d'autres. D'accord. Et dans son bureau, des détails de décoration, des je sais pas moi, des phrases au fil de la discussion, etc. Ok. Très clair. Et tu ressors comment d'un entretien comme ça? Content. Parce que t'as le sentiment d'avoir une bonne histoire à raconter. D'accord. Ok. Si tu veux, il y a rien de plus décevant que de sortir d'un rendez-vous, ce qui m'est déjà arrivé, et tu t'es déçu. Alors t'es déçu soit parce que t'as l'impression, toi, parce que ça peut être ta faute, si tu veux, tu peux te dire j'ai pas été bon, j'ai pas posé les bonnes questions, machin truc, mais ou alors tu peux être déçu dans le sens où t'as pas rencontré quelqu'un avec un bon mindset, t'as pas rencontré quelqu'un qui a joué le jeu, et t'étais tout seul face à un mur, et t'as rien pu en tirer, et tu vas quand même devoir en tirer quelque chose. Oui, alors c'est là où c'est difficile. Alors tu peux nous donner un autre exemple? Là on y est. Tu rencontres quelqu'un et tu te retrouves face à, je vais pas donner de nom, mais face à un individu prétentieux, imbu de lui-même et pas poli, en fait, mal élevé, surdiplômé, tout le monde connaît, mais, surdiplômé, a priori, quelqu'un que tu sens sympathique, je sais pas, parce que sa réputation précède. D'accord. Mais tu te retrouves face à quelqu'un de mal élevé, qui fout ses pieds sur quelqu'un qui te méprise? Qui te méprise. D'accord. Qui est pas accueillant, alors que moi je viens l'interviewer, c'est quand même sympa, c'est quand même sympa, si tu veux. Qui pose ses pieds sur la table, qui parle pas, en fait, qui parle pas. Ah, tu viens l'interviewer, il parle pas. Donc tu t'es face à un mur, le mec se joue de toi, ou prend un malin donc plaisir. Donc c'est un peu le chat et la souris, il arrive. Ok. Des gens comme ça qui prennent un malin plaisir à être odieux parce qu'ils ont l'impression. Je sais quoi, qu'ils ont réussi, c'est ça? Je sais pas pourquoi. Mais même si t'as réussi, on connaît toi et moi des gens qui sont immensément riches, plus riches que ce mec-là d'ailleurs. Bien sûr. Et qui sont sympathiques, chaleureux et qui te parlent comme si t'étais un être humain. Et donc, qu'est-ce qu'il fait courir cette personne? C'est quoi son mindset? Je sais pas. Il est peut-être malheureux. Un but, lui, peut-être, oui. Je cherche des excuses à ces gens-là. Oui. Je dis putain, mais pourquoi en fait? À quoi ça sert d'être aussi odieux? À quoi ça sert de... C'est quand même très, très étrange. Et tu penses que ces gens-là ont été comme ça toute leur vie, ou que c'est la réussite qui les a fait devenir odieux? C'est une bonne question. J'aimerais bien voir cette personne quand il avait 20 ans sur les bancs de je sais plus quelle école, mais c'est peut-être, t'as raison, le mindset peut changer en bien ou en mal. Et puis il y a des gens à qui la réussite fait du bien. Et d'autres fait du mal. L'arrogance, la suffisance, le manque de curiosité. Ce qui est sûr, c'est ça, ce sont des choses qui prennent de plus en plus de place dans son mindset. C'est la réussite qui génère ce genre de toxicité, si tu veux. Parce que, pour reprendre l'expression d'Emmanuel Macron, c'est quoi? C'est ceux qui ne sont rien, c'est ça? Oui. Enfin, quand tu es lambda, a priori, t'as moins de raison d'être arrogant et prétentieux que quand t'es multimillionnaire ou milliardaire et que t'as tout Paris, t'as toute la France à tes pieds. Ouais.
Non, c'est pas réjouissant tout ça. Non. Un autre exemple peut-être. Un autre exemple, allez. Plus réjouissant. Ouais, plus récent et très réjouissant. Oui. J'ai été interviewé au château de Cheverny, donc à côté de. Magnifique. Ouais, dans la Loire. Le château de Cheverny, donc c'est celui qui a inspiré Hergé pour le château de Moulinsart de Tintin. Okay. Donc il est très connu pour ça. C'est celui qui est sur la Loire complètement, qui barre la Loire. Non, c'est pas celui-là. Cheverny, il est un petit peu en retrait. Et ben son propriétaire, donc c'est un château familial. Hein, donc c'est Charles-Antoine de Vibray qui est propriétaire de ce château. Et donc son bureau, lui, moi je m'attendais. Alors je connaissais pas du tout. Je m'attendais à ce qu'il ait un bureau un peu fastueux dans le château, évidemment, avec du parquet Versailles, des volumes, etc. Et ben non, il a un bureau dans les dépendances à côté du château, de bric et de brac avec des papiers partout par terre, avec de la moquette. Il m'a dit rien n'a changé ici depuis 100 ans. le seul truc récent que j'ai acheté, c'était cette bibliothèque. Il a un ordinateur, mais il s'en sert pas. Justement, il m'avait dit, c'était très drôle. Il fait, moi je comprends pas tous ces gens dont toute la vie tient dans un laptop. Pour moi, c'est pas possible. Moi, j'ai besoin de bouquins, j'ai besoin de papier, j'ai besoin de tout ça pour je sais pas, pour exister. Un homme de quel âge? Un homme qui doit avoir une 50aine d'années. D'accord. Ok. Et donc voilà, et donc lui, donc son père avait un bureau avant au sein de la propriété qui n'était pas le même que celui-ci. Lui il me dit, mon fils aura un bureau qui sera pas celui-là aussi. Ici c'est son antre, c'est ma chambre quoi. Ouais, c'est ça. Et j'ai senti, alors cet homme qu'on peut imaginer un petit peu tradi quoi, vieille France en réalité. Il est d'une modernité. Ouais, incroyable. Cheverny, c'est totalement fabuleux. Ils ont des événements quasiment toutes les semaines. Ils sont ouverts 365 jours par an. C'est un visionnaire, c'est un entrepreneur, et c'est quelqu'un qui est flippé. Il m'avait dit, hein, il craint en permanence pour son patrimoine. Ouais. Il a tout le temps peur qu'il y ait une tempête, qu'une tuile tombe ou quelque chose comme ça. Il veille sur ce château comme le lait sur le feu. Absolument, c'est l'expression que je cherchais. Et c'est quelqu'un de passionné. En fait. Et pour le coup, c'est vraiment livré. J'ai trouvé du début à la fin, le moment où je suis rentré dans son bureau et où je suis sorti. Je sais pas, j'ai pas eu l'impression de faire une interview, si tu veux. J'avais donc de l'authenticité et une vraie discussion humaine entre deux individus qui se disent les choses vraiment. Voilà, ouais. Et ça, c'est bien ça. De ce genre de gens qui ont ce mindset naturel d'ouverture. Ouais. D'humanité, d'authenticité. Et la spontanéité dont je te parlais tout à l'heure, il y a des gens qui ont ça en eux, si tu veux, ils fonctionnent comme ça, ils peuvent pas faire autrement. Je pense que ce monsieur, c'est un petit peu ça. Très bien, très intéressant. Alors, ce qui est amusant, c'est que tu parles des bureaux, mais en fait, finalement, le jeu, c'est un peu montre-moi ton bureau et je te dirai qui tu es. Oui, est-ce qu'on pourrait rajouter montre-moi ta voiture et je te dirai qui tu es. Et quels seraient les attributs, selon toi, qui pourrait caractériser un mindset d'un individu, puisque toi, tu as commencé par le bureau. Moi, je rajoute la voiture. Tu peux très bien faire 1 heure dans la voiture de machin. Oui. La voiture, on me dit que c'est une deuxième maison. Ou alors 1 heure sur le vélo de machin. C'est à la mode, le vélo. Donc, le moyen de transport, le bureau, le moyen de transport. La maison, peut-être aussi, au sens large. C'est parce drôle qu'une maison en dit beaucoup sur qui nous sommes et sur notre mindset. Mais j'ai fait 1 heure dans le bureau de la maison, si tu veux, 1 heure dans le bureau de télétravail, si tu veux, de certains. Ah oui. Ah, très bien. Par exemple, j'ai été chez Sébastien Delafont, par exemple, fondateur de Meilleurs Agents. Ok. Qui vient de créer une nouvelle boîte qui s'appelle EduMetrix, je crois. Okay. Et donc lui, c'était à l'époque où il avait vendu Meilleurs Agents, et donc il avait pas de bureau parce qu'il avait vendu sa boîte, donc il était chez lui. Et donc il m'a reçu chez lui, et c'est vrai que là, a priori, quand t'es chez les gens, à moins il y a pas de filtre. Il y a pas de filtre parce que tu vois la déco, tu vois à quoi ressemble l'appartement, en l'occurrence magnifique, où est-ce que c'est en l'occurrence dans Paris, des tas de choses quoi. Et ça c'est amusant. Et d'ailleurs tu parles de bagnole, mais j'avais en quittant Sébastien, j'avais vu sur les clés de bagnole là sur le sur le coin de truc et je lui ai dit tiens et tout, c'est drôle. Enfin bref, pour revenir, on est vraiment dans le côté perso quoi. Mais les bureaux de télétravail c'est amusant.
Mais c'est encore plus intimiste. C'est encore plus intime. Tout le monde va pas accepter de se recevoir. Là, Sébastien, il se trouve que je le connais bien. Ouais. Mais je pense que n'importe quel dirigeant va pas accepter d'ouvrir les portes de chez soi comme ça. Non. Parce que c'est intime, en effet. Bien sûr. Ok. Un dernier exemple de personnalité que tu as rencontré et de mindset qui t'a... Donc moi, je fais cette chronique, donc on a beaucoup parlé, 1 heure dans le bureau. Ouais. Mais j'ai aussi une émission sur la chaîne télé du Figaro qui s'appelle le Talk Décideur. Oui. Et c'est amusant aussi parce que le mindset, l'expérience dont on parle, ça peut aussi... c'est pas la même expérience justement dans un huis clos sur un format écrit pas filmé que quand on discute devant la caméra. Et il m'est arrivé une fois d'interviewer un patron qu'on m'avait vendu comme, alors c'est une vieille pote de promo en plus qui s'occupait de sa com, qui m'a dit tu devrais interviewer mon patron, une grosse boîte, tu vas voir, il est super cool, il est top. Je fais ok, de toute façon j'aurais pu l'interviewer, c'est un grand patron, machin. Et donc je rencontre un monsieur dont je ne vais pas dire le nom, un monsieur qui devant la caméra arrive. Alors moi j'ai un peu de métier, donc je le vois à être charmant, à feindre d'être charmant et l'humanité, la gentillesse, la bonhomie, qui arrive de façon excessive. Ça se voit en fait, je trouve, c'est gros. Ouais. Et donc dès que la caméra est coupée et qu'on raccompagne dans l'ascenseur, c'est le poker face quoi. Le mec, le véritable animal ressurgit. Waouh. Et là, il est pas poli, pas sympa, odieux. Et je me dis waouh, je viens de donner 13 minutes d'interview. C'est terrible. À quelqu'un qui fait semblant d'être chaleureux, bienveillant et qui en réalité ça transpire de méchanceté et d'arrogance. Terrible. Donc un masque pendant l'émission. Ouais, totalement. Ça c'est assez choquant, je trouve. Quand on est capable de faire ça, en fait. Donc ce qui veut dire, je reviens à mes preuves de mindset. Ouais. Il peut y avoir la maison, il peut y avoir le bureau, il peut y avoir la voiture. Il peut y avoir dans un huis clos lors d'un interview, et il peut y avoir l'ascenseur et le moment précis où on reconduit cette personne. Ouais. Donc ça commence à nous donner dans notre enquête mindset pas mal d'indicateurs pour être capable de mieux percevoir le mindset des gens. Hyper intéressant, Quentin. Là, et j'imagine que tu pourrais même presque simuler une panne d'ascenseur pour voir à quel point les personnes réagissent dans l'imprévu. 1 heure dans l'ascenseur avec quelqu'un, peut-être un peu beaucoup, mais mais pour être plus sérieux, quand tu justement raccompagnes cette personne, que ce soit dans un ascenseur ou dans un escalier, tu peux en apprendre énormément. Ouais. Dans les petits moments informels comme ça, mais l'ascenseur, t'as raison, c'est une super bonne, tu vois, si tu partages, l'ascenseur tombe en panne 10 minutes, t'es avec quelqu'un dedans, tu discutes, qu'est-ce qui se passe, après l'ascenseur est en panne, donc c'est un peu stressant comme situation, tu sais pas quand il va être réparé, quand ça va repartir, donc c'est peut-être ou un problème technique, un faux problème technique, ça peut être une bonne idée. Comment, ça c'est comment tu te comportes face à l'imprévu, et aux tuiles qui peut t'arriver, en effet, bien sûr. Donc ça nous donne quand même beaucoup d'indices potentiels, en fait, d'ingrédients pour mieux comprendre le mindset des gens avec qui tu vas passer un moment pour être mieux capable de fendre l'armure. En fait, c'est un peu l'objectif, si tu veux, quand tu interviews quelqu'un, que ce soit à la télé ou à huis clos pour un portrait ou une interview. C'est moi, j'essaie de comprendre le plus rapidement possible le mindset de la personne qui est en face de moi pour pouvoir m'adapter et pour qu'on fasse le meilleur boulot possible. Oui, pour pouvoir sortir les meilleures choses, parce que tu as réussi à t'adapter. Ça, c'est ton adaptabilité de journaliste. C'est ça. Donc moi, si tu veux, je t'ai dit, moi, je suis spontané, je parle mais bien sûr, je suis moi-même, si tu veux. Mais bien sûr. Mais il y a certaines personnes, et ça, tu le remarques vite, qui vont être ok à un peu rigoler, à faire des blagues et à être spontanés eux aussi, si tu veux. Et t'en as d'autres au contraire, qui gardent des distances, qui sont là pour la stature, je sais pas, tu vois. Donc après, tu t'adaptes. C'est ok aussi. De toute façon, c'est mon métier de t'adapter. Mais c'est le tien aussi. Comme moi. Tu t'adaptes à tes clients potentiels. Tout à fait. Il y a un dernier levier pour comprendre le mindset que moi j'ai utilisé il y a un certain temps. C'est sur la cuisine et ça m'intéresserait d'avoir ton avis. Moi, j'adore cuisiner. Moi aussi. J'adore les bonnes tables, les bons vins, etc. Et j'adore cuisiner. Et je me suis rendu compte que j'avais pas mal d'amis qui étaient dirigeants. Ou entrepreneurs dirigeants, successful, très belle carrière, et qui aimaient faire la cuisine. Et en fait, je me suis demandé, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, s'il n'y avait pas une corrélation
entre être successful dans sa carrière, avoir une brillante carrière de dirigeant et ou d'entrepreneur, et aimer faire la cuisine. Et j'ai compris qu'il y avait un pont entre ça, avec notamment la générosité. Un bon manager se doit d'être généreux, et quelqu'un qui fait bien la cuisine a envie de faire plaisir. Gérer l'inattendu, parce qu'un four peut se tomber en panne, ou le gaz peut ne pas marcher, ou etc., etc. Tester des expériences et innover avec des ingrédients qu'on n'a pas, etc., etc., etc. Et je voulais faire une étude dirigeant cuisine, et que ce mindset, pour moi, la cuisine est un levier pour comprendre le mindset d'un certain nombre de dirigeants. C'est peut-être quelque chose qu'on pourrait faire ensemble dans le futur. Pourquoi pas, avec joie. Non, mais c'est une super idée, la cuisine, effectivement. Est-ce que ce que tu dis, en gros, c'est que les gens qui aiment cuisiner, c'est une caractéristique de gens successful. Oui, et de bons managers et de gens qui vont avoir un mindset adapté à avoir une brillante carrière et à faire des belles boîtes. Il faut que Mindhunters se penche là-dessus, réalise une belle étude. Mais on pourrait faire ça ensemble. Je serais très très intéressé de voir si ton intuition, qui est plus qu'une intuition en réalité, parce que tu t'es rendu compte c'est un état de fait. On pourrait travailler ensemble là-dessus. Alors, je continue parce qu'on a d'autres questions à te poser, mon cher Quentin. C'est quoi pour toi, Quentin, la définition de la culture d'une entreprise? Waouh, la culture d'une entreprise, c'est tout ce qui fait que t'es content d'aller bosser pour cette boîte ou pas. Alors il y a d'autres choses. Si tu veux, on parle du bureau mais on parle du bureau aussi avec un grand B, c'est-à-dire l'immeuble. Oui, le bureau avec un grand B. Et ça aussi, ça révèle des tas de choses sur tout à fait. La façon dont c'est conçu, la façon dont c'est décoré, la façon dont c'est organisé, comment sont les espaces de travail, est-ce qu'ils sont accueillants, est-ce que il y a eu des efforts déployés pour que les gens aiment cet endroit et ont envie de venir y bosser. Tu sais, en ce moment, il y a tout ça dure depuis la fin du Covid, mais le fameux retour au bureau, etc. La culture d'entreprise, une boîte qui a une belle culture d'entreprise, c'est une boîte dans laquelle les gens aiment se retrouver ensemble et aiment venir au bureau. Je pense que la plupart des boîtes, et je pense que ça reflète un petit peu, si tu veux, si la boîte est marche bien, si tu veux, si la marque employeur est bonne et si c'est une boîte qui a bonne réputation, si tu veux, les bureaux, c'est capital, parce que quand un dirigeant déploie des efforts pour ses bureaux, genre leur localisation, la façon dont tu as raison. C'est la le preuve. Le bureau avec un grand B, c'est la preuve d'une culture d'entreprise qui s'intéresse aux collaborateurs, du bien-être, du care, comme on dit dans le jargon. Et ça aussi, parce que quand je vais rencontrer les dirigeants, je passe dans les couloirs, je passe dans les bureaux, je les vois les collaborateurs. Bien sûr. Parfois, tu passes dans des boîtes où il y a un silence terrible. T'entends les mouches voler, personne te regarde, te dit bonjour. Te dit bonjour. Est-ce qu'ils sont simplement studieux ou est-ce qu'ils sont malheureux? J'en sais rien. Oui. Et à l'inverse, t'as d'autres boîtes où ça rigole, il y a un joyeux brouhaha, etc. Ça dépend des entreprises. Oui. Après, pour savoir la réalité, effectivement, de ce qui se passe au quotidien. Et voilà, est-ce que la culture d'entreprise est bonne? Est-ce que les gens sont tous autour de cette culture d'entreprise et s'aiment, se parlent, etc. Il faudrait en réalité que je passe un mois en immersion dans les boîtes pour vraiment saisir. Si tu veux, c'est pas en passant dans un couloir que tu peux avoir une première impression. C'est sûr. Mais on le sait, l'habit fait pas toujours le moine. C'est pas toujours vrai les premières impressions. Non. Même si certains disent que si. Mais non, mais tu le sais. Est-ce que tu as, parce qu'on avait lancé il y a 5 ans, c'était le fondement de Mindhunters, un think tank sur comment le mindset du dirigeant transforme les valeurs et la culture de l'entreprise. C'est quoi ton avis? Bon, c'est un think tank, donc on en a parlé pendant des années, donc c'est pas en 10 minutes ou 5 minutes, mais t'as un avis là-dessus? Moi, oui, j'ai un avis, si tu veux. Le management pyramidal, si tu veux, quand tu as un dirigeant tout là-haut, qui est toxique et qui a un mindset pourri, ça découle sur les managers, et du coup, tout le monde est toxique et a un mindset pourri. Oui. Quand t'as un dirigeant qui est naturellement bon, que les équipes admirent parfois, et pour lequel tu as envie de te lever le matin pour aller bosser, c'est pareil, ça découle sur les équipes. Donc c'est fondamental d'avoir un dirigeant qui insuffle des choses positives et qui inspire en fait. Donc j'aime pas trop ce terme parce qu'il est tarte à la crème, mais inspirant, c'est un peu vrai. Quand ton manager est un gros con, t'as pas envie d'aller au bureau parce que tu sais que
enfin, si tu veux, Je comprends. Dans mon bouquin, les 60 nuances de collègues, j'ai écrit un texte sur le manager flic. Oui. J'avais écrit ce texte-là pendant le Covid, et puis j'écrivais justement que le télétravail, tu peux être aussi flic, un manager flic en télétravail, parce qu'ils ont beaucoup souffert, les managers flics, pendant le télétravail, parce qu'ils pouvaient pas avoir les équipes sous la main, si tu veux. Mais du coup, ils regardaient sur Teams si les gens étaient bien en vert et connecté, tout ça, ils appellent toutes les 2 secondes pour. Et en fait, il y a rien de pire, si tu veux. Quand t'as un manager qui est toxique, qui te rend malheureux. Après, tu peux pas t'assurer dans une boîte que tout le monde va être. Je suis d'accord. Un mot pour revenir à ton bouquin, ça veut dire que 60 nuances. 60 nuances de collègues. Tu as dressé finalement le portrait et un peu de mindset de 69 typologie de manager, c'est bien ça? Pas que de manager. C'est pas alors c'est 69 en effet, 69 je crois, il y en a exactement. 69 si tu veux, mindset différent dans une boîte, tu veux. Dans une boîte, on n'est pas tous pareils. Bah non. Donc t'en as qui sont tu nous en donnes quelques-uns? Je peux t'en donner plein. Tu en as qui sont un peu les géos, si tu veux, comme au Club Med, qui organisent des pots, des apéros, des machins. Donc des gens généreux et organisateurs. Et puis puis bien convivial, un petit peu, t'aimes bien les petites fêtes et tout ça. T'as ceux qui sont super susceptibles, tiens, pourquoi pas, j'avais écrit aussi le portrait des susceptibles. T'as ceux qui ont pas confiance en eux. Tu en as qui sont qui ont l'air d'être constamment débordés, qui ont l'air de se noyer dans un verre d'eau. Tu en as qui sont des gens sur qui tu peux compter, tu sais, qui aident naturellement les autres. Il y a plein de gens, on n'est pas tous pareils du tout, quoi. Il y a des gens qui sont en retard, des gens pas fiables, tu vois, qui posent des lapins. Il y a aussi les accros aux réunions, tu sais. Les gens qui ne vivent que pour les réunions. Les réunions man. Ah ouais. Les réunionites et les réunions man. Il y en a des gens qui sont accros aux réunions. Ouais. Ok. Et donc ton bouquin, on le trouve où? Partout. Sur Internet. D'accord. Sur la boutique du Figaro. D'accord. En ligne, à la Fnac, où tu veux. Et redis-nous le nom et où on peut le trouver. 60 nuances de collègues. Ah, 60. Les 60 nuances de collègues. C'est édité à la Presse de la Cité. Ok. Très bien. Ça coûte 14 €. D'accord. Donc. Et il y a des superbes illustrations de mon ami Jean In. Qui illustre à chaque fois, qui fait un dessin pour illustrer les fameux 60 nuances de collègues. Un bon cadeau pour vos proches ou pour vos collègues. Une petite dernière pour terminer que j'aime bien poser, c'est est-ce que tu as un conseil aujourd'hui ou un point de vue, une remarque que tu aurais envie de partager avec ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent? Ne faites pas semblant. Ne faites pas semblant, quoi. Soyez vous-même. Ouais. C'est plus simple, en fait, finalement. Mais faites pas semblant, parce que mentez pas sur ce que vous êtes, sur qui vous êtes, parce que ça se voit, et c'est pire. C'est pire que ça rend les gens malheureux. Ça rend les gens malheureux. Ouais. Franchement, faut mieux rien dire que de faire semblant d'être quelque chose qu'on n'est pas, quoi. D'accord. Donc pas de masque. Non. Soyez vous-même et vous serez mieux, vous serez plus performant et vous serez plus heureux. J'espère, moi je pense, oui. Merci beaucoup Quentin, c'était le mot de la fin. Ravi de t'avoir reçu et merci d'avoir joué le jeu, d'être toi-même. J'ai essayé en tout cas. Merci beaucoup, à bientôt. Merci Tim.